C'est l'histoire d'un boxeur surdoué qui voulait devenir le premier Français champion du monde des lourds. Pour atteindre son Graal, il a appris à prendre des coups, au propre comme au figuré, et à renvoyer ses adversaires dans les cordes. De son triomphe au Jeu de Rio à son prochain combat événement samedi soir sur Canal+. En attendant, il monte sur un autre ring, le nôtre, pour un round de vérité. Tony Yoka est en aparté. Bonsoir Tony Yoka. Bonsoir. Bienvenue en aparté. Merci. Ravi de vous accueillir. Écoutez, ravi d'être là. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas si je dois descendre. Faites comme chez vous. Vous pouvez descendre, effectivement, contourner, c'est comme vous voulez. Je vous entendais parler anglais derrière la porte. Oui. Évidemment, vous êtes fluente. Même pas d'accent, même pas une pointe d'accent français, dites-moi. Si, quand même, un petit peu. Après, c'est vrai que ça fait quand même énormément d'années que je suis aux États-Unis, donc j'essaie quand même de travailler ça. En Californie, hein, plus précisément. Exactement. Bon, bah, sympa d'être passé par là. En même temps, il y a du boulot. Je me demandais, avant et après en aparté, c'est ambiance muscles tracés, sueur et régime sous contrôle strict. Ouais, on est quand même à quelques jours du combat, donc on est encore très vigilant sur les entraînements, sur la nourriture et tout ça. Concernant l'alimentation, on n'a pas cherché à vous tenter. On a été très light au niveau du comptoir et du bar, vous verrez. J'ai vu qu'il y avait un jus d'orange et voilà, de l'eau en face on a fait très sobre, hein, ouais. vous voyez. J'aime bien chez vous quand vous parlez de show, parce que c'est vraiment ça, c'est comme ça que vous percevez, que vous écrivez aussi votre statut, votre marque. On est dans la lumière, on est dans le spectacle. C'est l'artiste, votre surnom. Exactement, ouais. C'est un surnom qui m'a été donné par mon père tout jeune. Victor, ouais. Pour votre rapidité, votre dextérité. En fait, j'aimais pas prendre des coups. C'était mon but premier étant petit quand j'allais à la salle en sparring. J'aimais pas prendre de coups. Et comme mon père était un grand fan de Mohamed Ali, j'ai baigné vraiment dans ses combats. J'ai regardé énormément de reportages sur lui. Et donc, je voulais boxer comme Ali, quoi. L'artiste, est-ce que c'est aussi parce que vous aimez la lumière ? Est-ce que c'est le cas ? C'était pas du tout par rapport à ça, parce que c'est vrai que la lumière, elle est venue un petit peu sur le tard. Non, c'était vraiment l'artiste, c'était juste par rapport au fait que j'aimais faire le show quand je boxais. Pour moi, c'était pas simplement de la bagarre, c'était vraiment toucher sans se faire toucher, c'était être élégant sur le ring, c'était être techniquement propre, c'était tout ça pour moi la boxe. Alors, cette lumière, en tout cas, on la retrouve du côté de la baie vitrée qu'on vous a proposée ce soir. Cette vue, vous la reconnaissez ? C'est Las Vegas. Ouais. Bien entendu, c'est là que vous avez séjourné pour vous entraîner, entre autres. Vous êtes parti d'ailleurs en Californie pendant quelques années. Vous y faites des allers-retours ? En fait, maintenant, je jongle un petit peu entre Vegas et San Francisco. Donc, on va dire, pour cette préparation, j'ai fait 2 mois à Vegas et 2 mois à San Francisco. Las Vegas, c'est vraiment la ville de la boxe pour moi, dans le monde. Plus particulièrement aux États-Unis, il y a énormément de salles de boxe, donc énormément de boxeurs et donc de sparring. C'est bizarre parce que quand on en parle, généralement quand j'en parle avec ma famille, avec mes amis, et je leur dis que je vais m'entraîner à Vegas, ils ne comprennent pas le rapport entre Vegas et l'entraînement. Ils disent non, Vegas c'est pour la fête, c'est une ville qui vit la nuit, etc. Alors que non, pas du tout. Il y a aussi énormément de sport à Las Vegas. Alors, samedi, évidemment, gros rendez-vous, votre grand retour sur le ring au Zénith de Paris, en direct sur Canal+, face au boxeur franco-camerounais Carlos Takam. Je vous propose qu'on se mette un peu dans l'ambiance avec quelques images à 48 heures du combat. Il a encore subi de plein fouet l'énorme de Bacolé, et c'est terminé. Dans la vie d'un boxeur, chaque défaite est un moment clé. Il a fallu que je me retrouve après ce combat. C'est pas parce que j'ai perdu que ça y est, en fait, ça s'arrête. Tu tombes, mais tu te relèves. Et je suis là. Tony Yoka revient écrire un nouveau chapitre de sa carrière face à Carlos Takam. C'est un adversaire qui est très fort, c'est potentiellement le plus fort que j'ai affronté. Encore l'accélération, même dans les gants, ça fait mal. Revenir avec panache, avec un gros combat, je suis super motivé. Tony Yoka,
Carlos Takam, seulement sur Canal+. Nous aussi, on est hyper motivés, évidemment, on sera en rendez-vous. Dites-moi, Tony, Carlos Takam, qui est-il ? Qui est-il ? Comment on le décrit ? C'est un boxeur qui a énormément travaillé. Il n'a pas eu les mêmes... En fait, tout le monde a un parcours assez spécial en boxe. Parfois, on peut arriver vite. Parfois, on passe par la case Jeux Olympiques. Comme moi, j'ai eu ma médaille d'or et donc ça m'a propulsé vraiment en haut directement quand je suis arrivé chez les professionnels. Lui, il a pris l'autre chemin. Il a pris un chemin où voilà, il a dû se faire sa place petit à petit. Il a dû répondre présent, pas forcément avec beaucoup de préparation à chaque fois pour certains combats. Donc, je pense que le moment où il s'est vraiment révélé au grand public, c'est la fois où on l'appelle pour venir boxer Joshua, je crois, 3 semaines de l'événement. Et il vient et il fait un super combat. Et à partir de là, on a vraiment commencé à le suivre. Et il a eu pas mal de chances face à de gros adversaires. Et il s'est bâti une solide réputation. Qu'est-ce qui peut être votre atout majeur ? Je pense que mon atout majeur, ça va être moi. Ça va être moi, mes qualités, ma rapidité, mon aisance technique. Il va falloir que je les mette à profit parce que je sais que Carlos, lui, même s'il sait qu'il est plus petit, il va tenter de casser la distance. Et je sais qu'il a dû travailler par rapport à ça. Vous avez un rituel, je crois, d'avant-match. Est-ce que vous faites toujours votre sac 2 fois ? Toujours. Ouais, Avant. ça, c'est le rituel incontournable. Ça, je suis obligé de le faire parce que, en fait, sinon, je ne vais pas être bien. Et si jamais j'arrive à la salle et qu'il me manque quelque chose, je vais m'en vouloir à mort. Ouais. On va regarder une autre image, si vous voulez bien, dans une seconde. C'est le combat et la défaite face au Congolais Martin Bacolé. Cette défaite, vous avez eu, je crois, du mal à la digérer. On peut dire ça comme ça, non ? C'était vos mots même, non ? Oui, on peut clairement dire ça. Dans la carrière d'un boxeur, encore plus que dans un autre sport, la défaite, elle est dure. Parce que c'est vrai que de perdre au basket ou au foot, c'est pas la même chose que de perdre en boxe. C'est vraiment différent. Il y a ce côté où on se sent quand même humilié d'avoir pris des coups face à un adversaire. Maintenant, il faut s'en remettre, il faut se relever, il faut repartir. Ce samedi 11 mars au Zénith de Paris, sur Canal+, on sera là, évidemment, au rendez-vous, on vous suivra. Ça vous met quelle forme de pression ? D'aucuns disent que c'est un tournant dans votre carrière, un nouveau départ, il y a plein de formules. Vous appelez ça comment, ce Moi, rendez-vous ? j'appelle ça un combat. J'ai pas envie de mettre de nom forcément sur ça, de me dire que c'est un renouveau, un départ, ou je sais pas comment ils l'ont appelé. Pour moi, voilà, c'est une autre étape, c'est un autre combat, ça va être mon 13e chez les professionnels et j'espère que voilà, avec ce combat, je vais renouer avec la victoire et qu'on va repartir de l'avant. J'ai envie qu'on regarde, si vous voulez bien, Tony Yoka, des images de votre papa, des images de vous, Mino, et évidemment, vous racontez dans cette construction. Vous voulez bien passer par le comptoir ? Alors, il n'y a pas grand-chose, c'est vrai, mais si vous voulez vous servir un petit verre, un petit jus d'orange quand même. Ce qui m'amène à vous parler de votre plat, je crois, incontournable. Est-ce que c'est bien le pondu, ce plat congolais, pays d'origine de votre papa ? On appelle ça le pondu. Le pondu, bah Ouais. oui, je m'attendais bien à ce que vous me corrigiez. C'est quoi les aliments Ce sont des feuilles de manioc. Ouais. Des feuilles de manioc, après la préparation, elle est extrêmement longue. C'est-à-dire Ça veut dire que vous n'avez pas faire, vous maîtrisez pas. bah non, ça pour savoir le faire, il faut demander à ma mère. Mais c'est vrai que ça prend des heures. Hein. Elle commence le matin, elle finit le soir. Hein. Ah oui, ça mijote et tout ça. Oui, Donc. oui. D'accord. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme une entrecôte. Vous êtes né, vous, dans les Yvelines. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a de plus congolais, néanmoins, en vous ? Bah, ce sont mes origines. J'ai pas l'occasion d'y aller. C'est vrai qu'à chaque fois que je devais aller, il y a toujours eu quelque chose. Je devais aller après le dernier combat, ça s'est pas forcément bien passé, donc j'ai annulé mes vacances. Après, j'ai cette double culture parce que j'ai grandi avec des parents congolais, parce que je parle une autre langue, parce que forcément je mange des plats de là-bas, parce que il y a ce gros combat dont je vois l'affiche. Ouais. Mohamed Ali et Georges Foreman qui s'est déroulé à Kinshasa, 1974. Exactement, et qui a donné le goût de la boxe à mon père. C'est une nuit de folie, et votre père y est.
Je crois qu'il assiste Exactement, à ouais. cette rencontre. Hein. C'est ce qui lui donne la motivation et le goût de la boxe, et il ne la lâchera pas jusqu'à aujourd'hui. Ce serait boucler la boucle que de combattre là-bas? Ce serait un de mes objectifs principaux, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Alors vous êtes bien placé, continuez encore en ligne droite, le fauteuil gris Merci. vous tend les bras. Ouais. On va en parler de votre papa si vous voulez bien. On va regarder quelques images ensemble. Vous avez une Ouais. télécommande à droite et vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton. Chanteloup-les-Vignes, une ville de la banlieue ouest de Paris, autrefois de triste réputation. C'est dans le club local que Tony Yoka débute la boxe à l'âge de 8 ans. Il tape aussitôt dans l'œil de son père, ancien boxeur professionnel. Il avait un potentiel énorme parce que sa façon de boxer, de l'intelligence, de bouger, d'esquiver, d'éviter les coups et la vitesse qu'il avait déjà, j'ai dit non, ça c'était un très grand boxeur. Victor Yoka, votre papa, bien sûr boxeur lui-même. On a parlé de l'Afrique avant l'Europe, en ce qui le concerne aussi. Mais avant d'en arriver là, parce que vous avez une belle taille, je crois qu'on n'est pas loin des 2 mètres. On est sur 2 mètres. On est sur 2 mètres. Ouais. Hein. Vous n'avez pas été tenté par le basket avant? J'ai été tenté par le basket, c'est vrai, qu'étant plus jeune, mon père, même s'il était boxeur, il n'a jamais vraiment voulu que moi ou mes frères qu'on fasse de la boxe, quoi. Donc j'ai voulu faire du basket. Et je me rappelle qu'on a été à un club de basket, je crois que c'était celui d'Andrézy dans le 78. Et ça devait être en janvier ou février. Et ils nous ont dit qu'il n'y avait plus d'inscription et qu'il fallait revenir en septembre. Que c'était en septembre où on pouvait s'inscrire. Donc bon, écoutez, à partir de là, mon père il m'a dit faut quand même que tu fasses du sport. Donc je vais t'inscrire au club de boxe de Chanteloup. Et puis en septembre prochain, on retournera Au club de basket. au basket. C'est fou quand même, ça s'est joué sur une histoire de timing, quoi. Exactement. Incroyable. Si je m'étais pris quelques mois plus tôt, peut-être que j'aurais fini basketteur. Alors évidemment, quand on boxe, on prend des coups. Je crois que votre papa est très précautionneux, en tout cas, il est soucieux de ça hein, dès le début. Et votre maman? C'est vrai que c'est dur pour les mamans de voir leur enfant prendre des coups. C'est un papa, je sais que voilà, lui, il n'aime pas quand je prends des coups, mais il se dit il faut y aller, il se met dans un mood de boxeur, étant donné qu'il a connu ça. Que ma mère, elle, de voir son fils prendre des coups comme ça, c'est dur. Hein. C'est très, très dur. Votre sœur aussi boxe? Ma sœur boxait. Donc vous êtes tous passés sur un ring à un moment? Mes 2 sœurs ont boxé. Ah oui. Et mes 2 frères boxent toujours. Donc c'est vrai que tout le monde dans la famille a fait de la boxe. Vous rencontrez la boxe et vous sentez que votre destin est là? En fait, j'ai pas forcément senti que j'étais si fort que ça en boxe dès le départ. Parce que, vous savez, quand votre père vous dit « ouais, t'es fort » ou « t'as des qualités, etc., faut que tu travailles », on se dit « c'est notre Ouais, père ». il est peut-être pas objectif. Il n'est pas objectif du tout. Donc, je ne calculais pas forcément ce qu'il disait. Et puis, j'allais à l'entraînement, ça me faisait sortir, ça me faisait bouger. Mais je suis un compétiteur, moi. J'aime gagner. Donc, avant 14 ans, en France, il n'y a pas forcément de compétition. C'est de la boxe éducative et on ne peut pas porter les coups. Sinon, on est disqualifié. Donc, ça ne m'intéressait pas. Par contre, dès que j'ai eu 14 ans, je suis passé amateur. Et là, mon père, il m'a dit « Écoute, Tony, si vraiment tu te donnes cette année, j'étais à 2 doigts d'arrêter. Hein. J'étais à 2 doigts d'arrêter la boxe. Il m'a dit « Si tu te donnes cette année, je te parie que tu feras quelque chose de gros. » quoi. Et au final, je deviens champion de France. Et je pense que ça a été ça le déclic pour moi. Je deviens champion de France à 14 ans. Quelques mois plus tard, dans la boîte aux lettres, je reçois un papier, une convocation de l'équipe de France junior. Et là, je me suis dit, en fait, ouais, c'est ma destinée. Là, ça y est, évidemment, on y est, on est dans le concret. Vous voulez bien appuyer sur le bouton, s'il vous plaît, justement, Tony? À l'occasion des championnats du monde à Doha, le boxeur des Mureaux réalise un sans faute, accrochant à son palmarès le champion d'Europe en titre, puis le numéro 3 mondial, avant d'affronter en finale le numéro 1, le Kazakh Ivan Vishko, médaille olympique. Face à un adversaire plus grand, vêtu de rouge, ce qui est rare, Yoka cherche l'épreuve de force. Il casse la distance et travaille en puissance.
La tactique est la bonne. Tony Yoka est déclaré vainqueur par 3-0. Il entre dans l'histoire de la boxe amateur en devenant le premier Français champion du monde chez les poids lourds. Et vous aimez aller vite, hein, Tony Yoka. La preuve, 2015, championnat du monde de boxe amateur à Doha. Préparation idéale, des combats épiques contre les numéros 1, 2, 3 de la hiérarchie mondiale. Ça y est, là, c'est un triomphe. Vous sentez que les choses se sont largement mises en place. Et comment vous êtes? En fait, On vous voit rageur et heureux. Il y a eu pas mal de moments compliqués dans ma carrière amateur. C'est-à-dire que je suis allé au championnat du monde junior. J'ai fait médaille d'argent. Je vais aux Jeux olympiques de la jeunesse par la suite. Je fais champion olympique de la jeunesse à 18 ans. J'enchaîne direct avec l'équipe des semi-pros avec Brahim Asloum. À l'époque, on fait champion du monde. Donc voilà, je suis constamment mis sur le devant de la scène jusqu'aux Jeux olympiques 2012. J'arrive là-bas à 20 ans, je suis le plus jeune. Et donc, je crois en moi. Et je me dis, bon, bah, je vais enchaîner, quoi. Et Jeux olympiques 2012, Tuile, je perds au premier tour face à un adversaire que je pensais, à l'époque, je devais passer. En fait, je ne devais pas m'arrêter à ce stade-là. Et ça a été une grosse claque pour moi. Votre papa, il l'avait prédit. Ouais. Il vous l'a dit, ça? Il vous l'a dit après? Avant? Moi, il m'a dit avant, tu seras au JO en 2012. Ouais. Tu y seras, tu te qualifieras. Ça, il n'y a pas de doute pour ça. Mais tu gagneras en 2016, tu vois. Vous avez eu raison de rester déterminé. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. Mais qui est très lent aussi. Il est lent ce Britannique. Il faut que Tony... bel enchaînement de la part de Tony Yoka. Ça va beaucoup plus vite. Il s'agit bien de la garde du Français. Encore une droite. C'est très bien. Tactiquement, c'est parfait ce que fait Tony Yoka dans cette première reprise. 10 secondes. Voilà, ne surtout pas rentrer dans la bagarre. Encore une petite droite. Il finit fort. Pour marquer. Et pour terminer très très fort ce tournoi olympique. Oui, c'est gagné pour Tony Yoka. Médaille d'or, champion olympique, magnifique. Il rentre dans l'histoire, Tony Yoka. Elle est où la médaille, Tony? Vous nous l'avez apportée ou pas? Je ne l'ai pas apportée, mais elle est toujours sur moi. Elle est où chez vous? Sur moi, je l'ai là. Bah, je ne sais pas si on voit, mais... Attendez, je veux voir, moi. Si, attendez, on peut essayer de voir un minima? Je vais vous... Allez-y. Bon. Je l'ai toujours ici. Effeuillage. Vous voulez que je me mette Elle est là, on la voit bien, ouais. Elle est toujours sur moi. C'est vrai que ça me tenait à cœur de faire ce tatouage parce que je voulais l'avoir avec moi. C'est une médaille. J'ai toujours rêvé d'être champion olympique. Pour moi, c'était un titre. C'est gros, en fait, d'être champion olympique. Ça a été réservé qu'à très, très, très peu de gens. Et voilà, c'était un rêve que j'ai eu tout petit avec mon père. Et vous l'avez fait? Ouais, je l'ai réalisé. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever. Merci pour cet effeuillage, mais c'était pour la bonne cause, c'était uniquement pour voir la médaille, hein, on est tous d'accord. Évidemment, votre papa, ces mots, quand vous l'avez, il n'y a pas de mots, on s'étreint, on s'embrasse, et il y a la fierté du peuple qui va avec. En fait, tout était réuni pour que je brille à ces Jeux olympiques. Et c'est vrai qu'une fois que je gagne, il n'y a pas forcément de mots à poser dessus. Mais voilà, je deviens champion olympique, le rêve de toute une vie. Et je sais que j'ai franchi une étape, et que je ne pourrais pas redescendre en dessous. Que maintenant, je suis champion olympique, que c'est compliqué de passer professionnel en boxe. Mais je sais qu'avec cette médaille, c'est mon ticket pour une top carrière en pro. Je crois que vous avez appelé votre maman dans la seconde, ou presque, en lui disant « Maman, t'arrêtes de travailler là maintenant et on va déménager ?» C'est ce qui s'est passé en gros? J'ai dit à ma mère que voilà, elle n'avait plus à travailler, qu'ils allaient déménager et que voilà, en gros, notre vie, elle serait plus la même. Parce que je sais qu'à ce moment-là, comme j'ai dit, j'ai franchi un cap et je ne redescendrai pas en dessous. Évidemment... il y a toujours une ombre au tableau, parce que c'est la vie qui est ainsi faite. Je parle là d'Alexis Vastine, votre ami, décédé tragiquement en 2015 lors d'un accident d'hélicoptère pendant le tournage de l'émission Dropped. Il s'était vu injustement privé de médaille aux Jeux de Londres, lui. Vous avez toujours cette pensée pour lui? Forcément, moi et toute la team solide
de 2016, on a eu cette pensée pour lui et à ce moment-là, j'étais triste qu'Alexis ne puisse pas être avec nous parce que je sais il méritait d'être champion olympique pour l'ensemble de sa carrière. En 2008, il méritait mieux qu'une médaille de bronze et en 2012, il surclasse le boxeur ukrainien en quart de finale. Donc, il a connu des mésaventures aux Jeux Olympiques et je me dis que voilà, nous, on a eu la chance de faire un top tournoi olympique en 2016. Et voilà, on le doit aussi à Alexis. On a parlé des Jeux de 2016. Je ne peux pas ne pas vous parler des Jeux de 2024, à Paris, dans votre ville. On en est où? Quel est votre état d'esprit, alors? Moi, je suis hyper emballé par les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Maintenant, moi, j'y serai pas. Parce que voilà, je me suis toujours laissé ces petites portes. Je me suis dit peut-être, peut-être pas. Et au final, je suis vraiment à fond dans ma carrière professionnelle. Et à la différence d'autres boxeurs, je me dis que voilà, ce serait à ce moment précis m'écarter de mes objectifs. Ouais. Alors, vos objectifs, ils sont là sur le ring, mais vos objectifs de vie, ils sont aussi aux côtés d'Ali et Magomed. Bien sûr. C'est évidemment une constante, vos enfants, qui sont avec vous tout le temps, enfin, dès que vous pouvez, d'ailleurs, même sur le ring. Je crois que Ali a déjà une petite dextérité, non? Ali, franchement, il est vraiment, vraiment... Depuis qu'il est petit, il a chopé ce virus de la boxe et... En même temps, ses deux parents sont champions olympiques, donc il a baigné dedans direct, quoi. Est-ce que vous ferez comme votre papa? Vous l'inviterez éventuellement, mais sans forcer? En fait, moi, j'aimerais bien que mes enfants fassent de la boxe. Ça, c'est quand même une Pas envie. forcément à haut niveau, hein, mais je veux qu'ils fassent de la boxe. Ali fait déjà du basket. En fait, j'ai envie qu'ils aient plusieurs cordes à leur arc, qui touchent un petit peu à tout, pour se laisser l'opportunité de faire ce qu'ils ont envie plus tard. Donc j'aimerais bien qu'ils fassent de la boxe et puis on verra. Hein. Alors, on va continuer évidemment à se raconter des choses. Si vous êtes d'accord, Tony Yoka, je vais vous inviter vers la bibliothèque. Yes. Celle qui est un peu plus loin que la cheminée. Elle est garnie, elle est garnie avec un certain nombre d'objets, disques, musique qui parlent de vos passions, de vos goûts. Mm-hmm. J'avais envie de vous faire parler, enfin de vous entendre, parce qu'on a mis Belmondo en 33 tours à gauche, vous le voyez, l'as des as. Hein, je crois que vous avez un lien particulier à lui. En fait, Monsieur Belmondo, ça a été une des premières très grandes personnalités françaises que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Il assistait aux rencontres? Il assistait aux rencontres. En fait, je l'ai connu à l'époque, il y a plus de 10 ans. Avec Brahim Asloum, il venait au combat de Paris United. Il y avait de l'engouement quand même à l'époque autour de cette équipe, mais c'était pas ce que mes combats sont aujourd'hui. Et j'ai découvert qu'en fait c'était un fan de boxe, qu'il avait lui-même boxé à l'époque. Et du coup, quand je suis passé professionnel, il était là à chacun de mes combats. À chacun de mes combats, Monsieur Belmondo venait. J'ai eu l'occasion d'aller manger avec lui une fois, et c'est juste ouf de voir, de pouvoir être à la même table et de pouvoir discuter avec une légende comme lui. Ouais. Alors, bien sûr, Belmondo, sa passion pour la boxe, mais aussi le grand acteur qu'il était, Jean-Paul Belmondo, ça vous titillerait pas un peu? Le cinéma, les plateaux, la caméra? Si, j'ai toujours dit que c'est quelque chose qui me branche, que j'aimerais vraiment faire. Après, je ne parle pas forcément d'une carrière d'acteur, mais c'est vrai que j'aimerais bien... Tenter l'expérience. J'aimerais bien tenter le truc. Ouais. La musique, évidemment, je pense qu'elle est importante dans votre quotidien. Alors, je vous en prie, c'est votre moment. Vous pouvez être DJ quelques secondes si vous voulez bien jouer un titre d'un des albums qu'on vous a proposé. Vous avez le petit tabouret juste devant la platine. Celle-ci? C'est ça. Moi, je vais partir sur cet album, hein, parce que c'est vraiment... pour moi, Bob Marley, ça va avec l'entraînement.
je ne pourrais pas vous dire à quel âge j'ai entendu cet album pour la première fois, mais je sais que dans cet album, on écoutait souvent, on s'entraînait sur la première et la 8e musique, je crois. De sa pochette blanche. C'est vrai que moi, ça, c'est pas trop ma génération. Eh oui. Vous pouvez le poser délicatement sur la feutrine avec... voilà. Ensuite, il faut prendre le manche, pareil, délicatement. Il y a un petit diamant tout au bout qui doit être posé sur un des sillons. On verra sur quel morceau on tombe, ça va être un peu le hasard. Voilà, impeccable. Bah ça, c'était... Could You Be Love, morceau 1, 2, mythique. 3, 4, 5, 6, 7... Bah, c'est la 8e musique, c'est ce que je vous disais. Ah bah voilà, exactement. On s'entraînait sur la première et sur la 8e musique avec mon père quand on était plus jeune. C'était un rituel. À la maison, on poussait tous les meubles, le canapé, la télé, etc. Et on s'entraînait tous les dimanches matins. Tous les dimanches matins, je ne pourrais pas vous dire à quel âge j'ai commencé, mais ça a duré jusqu'à ce que j'intègre l'Institut des Sports à 17 ans. On a un petit cadeau à vous remettre, c'est le rituel de fin d'émission. Vous allez le trouver dans l'angle du canapé. Un cadeau pour moi. Oui. Ça ? C'est ça. Vous pouvez ouvrir, déchirer comme vous voulez. Bon, je déchire. Hein. Oui, allez-y. Mais d'ailleurs, il y a pas mal de trucs que j'aimerais garder, moi. Ah oui, hein. Dans la pièce. Hein. Et oui, c'est évidemment des souvenirs et des moments marquants. Et ça aussi, c'en est un. Ça, c'est une très, très belle photo. Ouais. Lennox Lewis. Hein. Lennox Lewis, après Mohamed Ali, c'est vraiment mon idole, ma référence chez les boxeurs poids lourds. Pour l'ensemble de sa carrière, pour sa technique, pour sa puissance, sa détermination. Voilà, champion britannique, un des plus grands de l'histoire de la boxe. Ouais. C'est vraiment une référence, c'est ma référence en tout cas. Ça, c'est donc notre petite contribution et notre petit souvenir d'un aparté. Vous voulez bien nous en laisser un également ? La bibliothèque, cette fois vers le comptoir, vers le bar. Vers le bar. Il se trouve au 2e étage. C'est un appareil photo que vous allez apercevoir avec une petite pastille orange sur laquelle il faut appuyer d'abord pour l'allumer. Je pense qu'il est allumé. Voilà. Alors, soit vous le gardez en main, soit vous servez de la télécommande tout en laissant l'appareil posé. C'est comme vous préférez. Il faut que j'appuie où ? Toujours sur le orange. Toujours sur l'orange ? Ouais, exactement. Où est-ce que je vais me placer ? Tac, tac, tac. Ouais, je vais prendre ça. Je fais un peu comme faites votre installation. Hein. Ouais. Bah oui. Et je vais prendre Lewis et Mohamed Ali. Hop là. Ah, sympa. On va être bien comme ça. Eh, bien joué. Génial. Super mise en scène. Ça, c'est pour nous, en revanche. C'est notre petit souvenir. Ça, c'est pour vous, je la laisse. Ouais. Bon, enfin, on verra. On en discutera après l'émission. Merci beaucoup, Tony Yoka. Merci à vous, en tout cas. N'oubliez pas votre cadeau. Mon cadeau, exactement. Nous, on va vous regarder attentivement, vous suivre samedi au Zénith de Paris. Ce combat face à Carlos Takam, diffusé sur Canal+. On sera au rendez-vous, bien entendu. Je vais venir vous saluer, mais en haut des marches, si vous voulez bien. Okay. Cette porte. Écoutez, j'arrive. En haut des marches de l'appartement ? Alors, de l'autre côté, les premières que vous aviez empruntées. C'est vrai qu'il faut savoir s'y retrouver. Il faut se repérer. Ouais, je sais. Hein. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous, Tony Yoka. Merci, au revoir. Au revoir. Top émission. Non, c'était marrant.